Emmanuel l'a dit, on constate dès sa création des attaques sur la sécurité sociale. Et depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on a une succession d'attaques diverses sur ce régime-là. De ton point de vue, pourrais-tu nous donner les objectifs de ces attaques-là? Quel est le constat aujourd'hui que vous pouvez faire du côté du syndicat et des salariés de la CPM? Et quelles mesures, tu parlais de plafond de financement, quels sont les impacts aussi des projets de loi de finances qui tendent à réduire les dépenses de la sécurité sociale? Ouais. Donc j'ai 1 heure, c'est ça? Non. Excellent. Je vais essayer d'être bref. Le sujet est large. Les attaques, elles ont été menées depuis, j'ai envie de dire, le lendemain de la création de la sécurité sociale. Puisque ça a été très bien dit, on a des ennemis naturels. Je rejoins ce que disait Elisabeth, moi aussi je suis un prolétaire, et on a des ennemis naturels qui, dès la création, ont bien compris les enjeux de la création de la sécurité sociale. Donc je ne vais pas rentrer dans toutes les attaques, mais je vais dire les principales et ce que ça nous coûte aujourd'hui. Effectivement, moi je reviens sur 67, parce que 67 est un tournant, puisqu'à la création, on parlait de conseil d'administration, donc qui était géré principalement par les assurés, et vous comprendrez bien, ça reprend ce que disait le camarade, quand c'est des assurés qui gèrent la santé des assurés, la priorité n'est pas la même que quand c'est des patrons qui gèrent la santé des salariés. Donc 67, le tournant est la parité, parce qu'effectivement, on était majoritaire et on se retrouve 50-50, et le 50-50, c'est un faux 50-50, hein, on va se le dire, hein, parce que quand vous avez 50% des patrons qui, eux, par contre, votent d'une seule et même voix, vous avez bien compris, par contre, que le front syndical, lui, est loin de voter d'une seule et même voix. Donc je ne vais pas rentrer dans la guerre des syndicats, mais outre les syndicats à 4 lettres, les syndicats à 2 lettres aussi, ils sont pas mal. Mais déjà, tu as vu... Voilà. Mais il faut se le dire. C'est-à-dire que, pour revenir, donc je parle de 67, mais je vais revenir sur l'actualité. Aujourd'hui, moi, dans le conseil des conseils, et je vous expliquerai pourquoi je ne dis plus que conseil maintenant, les restructurations, les déremboursements, toutes les attaques, les seuls qui sont contre, c'est la CGT. Dans tout le conseil, ça représente 2 voix. 2 voix. Vous allez me dire, mais 2 voix parmi tout le reste, il n'y a que nous qui votons contre. Ça veut dire que dans le vote général, vous avez des patrons, vous avez des représentants des mutuelles, vous avez des représentants des assurés, et vous avez d'autres syndicats qui, eux, accompagnent. Qui, eux, accompagnent la destruction de la sécurité sociale. Et ça se passe dans toutes les caisses et dans toutes les branches. Parce qu'effectivement, la deuxième attaque en 67 avec la parité, c'est l'explosion des branches dans la sécurité sociale. Avant, on parlait, moi j'ai des vieilles photos de centres de sécurité sociale, de maisons de la sécurité sociale. Parce que il y avait toutes les branches, en fait, qui n'existaient pas en tant que branches, hein, mais pour vous donner l'image, toute la sécurité sociale était représentée au même endroit. Et vous allez comprendre le vice, c'est que donc en 67, on éclate ces branches, donc on crée les fameuses branches, hein, la branche maladie, la branche famille, la branche vieillesse, et la branche recouvrement. Et c'est d'autant plus facile maintenant de vous dire, certains vous disent, ben, la Sécu est en déficit. Parce qu'effectivement, on prend une branche en particulier, on la sort, et on se dit, le déficit de la branche inclut que toute la sécurité sociale est en déficit. À part que si vous prenez le budget intégral de la sécurité sociale, la Sécu, alors je ne vais pas vous donner un scoop, j'espère que vous le savez, elle n'est pas en déficit. Hein. Voilà. On va en parler peut-être tout à l'heure avec les budgets. La Sécu, elle pourrait même être excédentaire. Maintenant, il y a une vraie volonté politique que, effectivement, la sécurité sociale, on nous rabâche depuis, j'ai envie de dire Pompidou, parce que Pompidou a employé le terme de coût. C'est le premier à avoir dit,
la sécurité sociale, c'est un coût. Pour nous, avant, et même maintenant, j'ai envie de dire, la sécu, c'est une richesse. C'est notre richesse. Pour eux, c'est un coût. Et donc, effectivement, ça mène à la ligne du début à la fin de pourquoi ils ne veulent pas de la sécurité sociale. La suite est la deuxième plus grosse période pour moi, Elisabeth aussi l'a mentionné, c'est 1995-1996 avec les ordonnances et le plan Juppé. Là aussi, il y a un grand chamboulement puisque les gouvernants nous expliquent qu'on est des mauvais gestionnaires et que donc on va confier la gestion aux politiques parce qu'eux sont de meilleurs gestionnaires. On le voit, hein. Les exemples le prouvent. 3 000 milliards de dettes, ils sont très 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 bons gestionnaires, même, j'ai envie de dire. Donc ces mêmes personnes nous expliquent que maintenant, à partir donc de 96, puisque c'est la première partie, 96, les premières propositions de PLFSS. Pardon, je sais que les lettres d'affilée, c'est pas terrible. Donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est bien parce que maintenant c'est devenu à la mode, tout le monde en entend parler, et puis en ce moment c'est d'actualité. Donc les projets de loi de financement de la sécurité sociale, c'est la discussion, et ça a très bien été dit, du cadre budgétaire dans lequel la sécurité sociale et notre système de santé doivent se démerder. C'est-à-dire, on ne se dit pas on a besoin de temps, mais maintenant on nous dit vous avez ça et démerdez-vous. Et donc effectivement, c'est aussi le début de la casse de l'intérieur, de la gestion de la sécurité sociale. Parce qu'à côté de ça, on va nous expliquer que, comme on est des mauvais gestionnaires, on ne va plus avoir le droit à la parole. Donc de conseil d'administration, où avant on avait des décisions qui pouvaient porter sur les jugements et les décisions locales ou nationales, on va devenir juste, à la place de conseil d'administration, on va juste devenir des conseils. Et effectivement, aujourd'hui, même si notre directeur propose une restructuration et qu'on vote non, il va vous dire j'en prends note, je vous remercie de votre vote, passons au point suivant. Et c'est aussi l'explication que certains syndicats nous donnent en nous expliquant que pourquoi voter non, puisque ça ne sert plus à rien. Et il faut le comprendre, ça, parce que c'est la destruction à l'intérieur de la démocratie sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Sécu n'est plus aux assurés et elle ne répond plus aux besoins des assurés. Voilà pourquoi elle ne marche plus. Donc, effectivement, on crée des PLFSS et on crée des COG, mal de tête ce soir, donc les conventions d'objectifs et de gestion, où on va donner des ordres de mission aux différentes branches et on va leur expliquer chaque année, tous les 3 ans, quelles sont leurs priorités. Pour moi, ma priorité, en tant qu'agent, outre mon rôle de syndicaliste, quand je travaille, ma priorité, c'est les assurés, pas les clients, c'est les assurés. C'est ma seule priorité. Alors effectivement, je rebondis sur ce qu'elle disait, sur nous on appelle ça la QVT, ça prend plein de noms, mais on nous explique que il faut tout chiffrer, il faut tout chronométrer, on fait de la merde. Hein. Voilà, on va se le dire très clairement, elle a très bien décrit dans le spectacle, et elle a raison. On nous pousse à faire de la merde parce qu'on nous pousse à faire du chiffre, parce que maintenant on gère la sécurité sociale à travers des statistiques et des chiffres. Et ces attaques-là de 96, c'est ça que ça a amené. Ça a amené une gestion comptable. Au lieu d'avoir une gestion humaine, parce qu'on doit répondre à un besoin humain, on est passé à une gestion comptable. Et la gestion comptable nous tue à petit feu. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que sur les autres points, il y a pas mal de choses à dire. Voilà les principales attaques qui ont miné, 1, le financement de la sécurité sociale, et 2, qui ont miné la démocratie
au sein de la sécurité sociale et qui nous ont enlevé le pouvoir de décision, nous assurés, de notre destin et de nos décisions au sein de l'organisme. Voilà. La transition est toute faite parce que, effectivement, je voulais aborder le sujet du 100% Sécu au sein de la CPM. C'est une revendication qui est portée par le syndicat CGT et par également l'UNAM. Francis y reviendra tout à l'heure. L'idée, donc, c'est d'un retour à 100% Sécu, donc à l'idée initiale. Pourquoi cela serait-il possible ? Et cette idée est-elle majoritaire au sein du personnel de la Sécu? Parce qu'effectivement, le sujet des personnels au sein des structures se pose. Et chez vous, à la CPM, comment vous êtes positionné et comment vous envisagez un retour à une Sécu intégrale? Alors, j'ai envie de te dire, on est entre nous, mais pas mal quand même. Les salariés de la Sécu, qui travailleraient à la Sécu, ils travailleraient chez AXA, c'est pareil. Ouais. Grosso modo, les salariés maintenant sont tellement dans la précarité et on leur a tellement enlevé le motif pour lequel ils travaillent et l'endroit où ils travaillent qu'ils pourraient travailler n'importe où. On n'a plus des militants et des travailleurs impliqués dans la sécurité sociale, on a des mercenaires, mais qui sont comme tous les salariés dans le privé, puisque nous sommes privés, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Donc effectivement, la conscience du combat de la sécurité sociale, elle est très compliquée. Elle est très compliquée. C'est-à-dire que même si nous, à la CEPAM 13, on est une des plus grosses caisses de France, et on est un des plus gros syndicats de la Fédé des organismes sociaux, le syndicat majoritaire, c'est Force ouvrière. Depuis plus de 50 ans, et il a posé son empreinte grâce au clientélisme, on va dire, marseillais. Voilà, je ne vais pas rentrer dedans, parce que sinon, effectivement, il me faudrait 4 heures pour vous expliquer tout ça. Mais ça vous prouve bien que maintenant, on a des gens qui rentrent et qui veulent juste un salaire pour pouvoir payer leurs factures. Et effectivement, cette conscience de classe, d'être des travailleurs et d'être des travailleurs à la sécurité sociale, avec une mission qui est particulière, ils ne l'ont quasiment plus. Pour vous dire, quand on les appelle pour avoir de meilleurs salaires, ce qui est sur la base de nos revendications, vous faites moins que quand on leur parle de supprimer un jour de télétravail. Voilà où on en est de la conscience. Et on est à peu près plus de 2000 salariés à la caisse. Donc, le rapport de force, j'ai envie de dire, de la bataille de la sécurité sociale, il ne se fera pas avec les personnels, il se fera avec l'ensemble des assurés. Parce que regagner l'indépendance de la sécurité sociale, ce n'est pas les personnels de la Sécu qui vont la gagner. C'est si nous, on ne se bat pas pour la Sécu, on n'aura plus de Sécu. Parce qu'effectivement, sur la possibilité de ce fameux 100% Sécu qu'on porte depuis des années, mais qui s'est accéléré dans la proposition et qui s'est étoffé dans les propositions ces derniers mois, la première des priorités, c'est ce qui a créé la sécurité sociale, c'est la volonté politique. Si on n'a pas la volonté politique, si on n'a pas le rapport de force politique, ça va être très compliqué. Deuxième élément, l'Europe. Parce que l'Europe vous explique, et vous le voyez avec tout le traitement qui est fait avec le service public, démantèlement de EDF, SNCF, enfin, les exemples ne manquent pas, où l'Europe nous explique qu'il ne va pas avoir de monopole d'État. Et donc, on est obligé de scinder dans des petites entreprises et on détruit notre service public. C'est la même chose. Et c'est sur ça qu'ils se basent pour faire le développement du marché de la santé en France. Ils nous disent, c'est bien, il y a la Sécu, mais il n'y a pas que la Sécu, donc il doit avoir l'autre penchant. C'est le fameux ANI
Donc pendant l'époque Macron, où on a perdu, où l'article 1, c'était de faire rentrer donc, les mutuelles obligatoires, les mutuelles d'entreprise. Et donc on a créé ce monstre hybride qui fait qu'on a la sécurité sociale et automatiquement on doit avoir une mutuelle d'entreprise. Mais parce que, effectivement, ça répond aux exigences européennes. Donc ça pose beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'il faut aussi se poser la question, quelle est notre position par rapport à l'Europe? Je ne vais pas faire un discours contre l'Europe ou quoi que ce soit, je vous explique ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir, nous, pays, la possibilité de dire, ben, on a des monopoles, on les assume et on va les défendre. Pour ça, il faut une volonté politique, il faut un rapport de force politique, et le rapport de force politique, il faut le gagner dans les urnes et dans la rue. Et ce que je vois en ce moment, c'est plus une montée des idées d'extrême droite que des idées de gauche. Je ne vais même pas juger l'extrême gauche, pour moi, il n'y a pas d'extrême gauche. Et je suis au Parti communiste, excusez-moi de le dire du coup, mais on n'est pas des extrémistes, nous, contrairement aux fachos. Donc, nous, ce qu'on porte, c'est crédible, mais il faut vraiment qu'on réalise ce qu'il nous faut, nous, en face, porter comme rapport de force. Et d'abord, pour avoir un rapport de force, il faut qu'on soit dans une lutte de classe. Et j'ai trouvé ça très intéressant tout à l'heure quand Elisabeth en parlait, parce qu'effectivement, on nous dit, et les premiers, c'est les médias, ils nous disent, mais c'est fini, il fera les rapports de force, les luttes de classe, c'est dépassé. Arrêtez de parler de ça, on n'est plus au Moyen-Âge. Non, on n'est plus au Moyen-Âge. On est dans l'actualité, et il faut parler de rapports de force, il faut parler de lutte de classe. C'est Warren Buffett qui le dit, je refais, mais Warren Buffett qui dit, oui, la lutte de classe, elle existe, et nous, on la gagne tous les jours. Exactement. Eux, ils la gagnent tous les jours. Et nous, on ne réalise pas ça. Et on est les plus nombreux, les camarades. On est les plus nombreux. Donc s'il y a une lutte de classe, on la gagne. Mais faut-il être conscient de ce qu'on est? Quand je vois des travailleurs penser qu'ils vont trouver des solutions dans les politiques de droite, voire même pire, c'est qu'on a un problème sur où on se projette dans la société. Et effectivement, le 100% sécu, c'est une vraie réponse. C'est une vraie réponse, mais il va falloir gagner quoi derrière pour le 100% sécu? Moi, je viens sur les bases, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut revenir sur une indépendance de la sécurité sociale. On ne veut plus de l'État. Voilà. Les salariés savent très bien gérer la sécurité sociale, les assurés savent très bien gérer la sécurité sociale, rendez-nous la sécurité sociale. Mais pour justifier l'indépendance de la sécurité sociale, on doit justifier notre financement. Et le financement, ça a été très bien dit par les camarades juste avant, il doit reposer uniquement sur les cotisations. Point barre. Les impôts, on n'en peut plus. Une précision sur les impôts, parce qu'on en paye tous. Il y a une escroquerie, parce qu'on nous dit souvent, on supprime des cotisations, ne vous inquiétez pas. Bon, entre parenthèses, on vous augmente la CSG, mais bon, c'est un détail de l'histoire. Il faut bien comprendre l'utilité de l'impôt pour ces gouvernements et ces libéraux, ces capitalistes, s'il faut les appeler capitalistes. C'est que toute la force de la sécurité sociale à travers son indépendance, c'était un budget qui était uniquement basé sur les cotisations. Ils ont compris qu'en faisant rentrer l'impôt dans le financement de la sécurité sociale, maintenant, effectivement, le gouvernement dit, mais évidemment qu'on doit gérer la sécurité. Il y a les impôts dedans. Donc on doit gérer. Donc effectivement, il faut revenir sur ça. Mais pour revenir sur ça, il faut aussi expliquer, les chiffres ont été donnés. Cette année, en plus, on bat des records. Alors, outre les dividendes, on est à peu près à plus de 85 milliards d'exonération de cotisations salariales. Il n'y a pas de patronale, il n'y a pas de cotisation patronale, je tiens à le préciser. Les cotisations, c'est nous, c'est notre salaire. Voilà. Les patrons, ils ne payent pas de voilà. La seule cotisation qu'ils payent, excusez-moi du coup, c'est la cotisation des accidents de travail.
elle est particulière, mais elle peut nous aider aussi à comprendre que les cotisations, elles peuvent être variables et qu'effectivement, en ce moment, il y a un faux débat sur la taxe Zuckman à 2%. Ils sont gentils quand même. Hein. Ils pleurent tous les jours sur tous les plateaux pour 2%. Moi, je peux vous dire que si certains étaient au gouvernement, ce n'est pas 2% qu'on en prendrait. Il faut quand même revenir sur ce principe-là, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, sur la branche maladie, 60% du budget, c'est des impôts. 60% du budget, c'est des impôts. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a réduit les cotisations et le gouvernement, jusqu'à Balladur, a dit ben, comme on réduit les cotisations, nous, État, on va cotiser, on va compenser. Elle est là, l'escroquerie. On va compenser. Mais quand l'État vous dit qu'il compense, le seul moyen pour lui de compenser, c'est des impôts. Le seul problème, c'est que les impôts, c'est nous qui les payons. Donc, en fait, on paye nos cotisations, parce que moi, j'ai jamais vu un salarié qui était dans la galère un mois, et à qui le patron viendrait dire, tu sais quoi, ce mois-ci, je t'allège des cotisations, tu auras un meilleur salaire. Ça n'existe pas, ça. D'accord? À eux, par contre, on leur fait. Eux, plus ils sont gros, plus il faut leur alléger les cotisations. Et effectivement, quand vous avez 85 milliards d'exonération, le gouvernement doit compenser un impôt. Donc effectivement, ce mécanisme-là qui dure depuis des décennies a entraîné en fait une dépendance du budget de la sécurité sociale à l'impôt. Donc le 100% sécu, la première des priorités, c'est terminer les exonérations. Terminer. Voilà, c'est bien compris, on ne peut pas être plus clair que ça. Donc tout le monde va payer, à sa juste valeur, mais tout le monde va payer. Partant de là, on pourra se dire, on a un budget et on a un financement qui est géré par les salariés, pour les salariés et pour les assurés. Voilà le premier combat à mener. Mais pour ça, je reviens toujours à la même chose, c'est faisable, puisque c'était le but de la question, c'est faisable si on a un vrai rapport de force. Et aujourd'hui, moi, ce qui me désole, mais je le vois souvent, mais moi, je vous remercie tous d'être là. Mais ce que je constate, et c'est là notre vrai problème, c'est que 95% ici, vous êtes à la retraite. Où sont les salariés? Où sont les travailleurs qui doivent comprendre cette utilité? C'est ça la problématique. Vous le savez, et puis apparemment vous êtes des nantis, puisqu'apparemment c'est vous qui coulez, vous coûtez trop cher, vous dépensez, enfin, vous êtes des boulets quand même, mais bon. Non, franchement, il faut qu'on ait ce travail-là, qui est un travail d'éducation populaire. Avant, c'est les syndicats et le parti qui le faisaient, l'éducation populaire. Moi, j'ai toujours dit, les anciens m'ont toujours dit, il faut que la femme de ménage, elle puisse gouverner. Ça a un sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un ouvrier, à part parler de son métier, c'est tout ce qu'il fait. Et après, il va vous dire, j'ai vu ça sur CNews, j'ai vu ça sur CNews, ou j'ai vu ça pour BFM. On ne fait plus d'éducation populaire. L'ouvrier doit être capable de faire de la politique, doit être capable de parler de tout. Mais il faut lui donner les outils. Et effectivement, à ce moment-là, le 100% sécu, il sera compréhensible. Aujourd'hui, on nous parle d'utopie. Mais pourquoi d'utopie? Pourquoi d'utopie? Enfin, il y a eu le fameux rapport qui a été fait de la